Bonjour, bienvenue à notre traditionnel programme Entretien avec Christian Penekoka, président du mouvement Agile. Avec lui, nous allons parler de l'actualité brûlante, à savoir les enjeux de l'alternance, la crise anglophone et l'économie. Christian Penekoka, bonjour. Bonjour Albert Michel Nguilo. Le 6 novembre, le président Biya a prêté serment. Dans son discours, il a dit « J'ai écouté la jeunesse ». Un tel message venant d'un leader, est-ce que c'est rassurant? Enfin, c'est un peu tard, hein, si c'est à cette occasion maintenant qu'il vient de commencer à écouter la jeunesse. Ça fait un moment que la jeunesse parle au pouvoir, aux dirigeants camerounais. N'oubliez quand même pas que nous sommes dans un pays où plus de 80% de la population a moins de 30 ans. Si c'est plus de 80% de la population qui ont moins de 30 ans ne sont pas une vraie préoccupation, une préoccupation majeure pour vous, et que ce soit à l'occasion du 7e mandat, ou du 7e mandat, que vous allez dire que vous avez écouté la jeunesse, c'est quand même un peu tard. C'est quand même un peu tard. Albert Michel, c'est quand même un peu tard. Il sera difficile pour les Camerounais de croire à un miracle, à vous entendre. Mais ça va de soi. Si pendant 36 ans, il n'a pas pu écouter la composante majoritaire de sa population, n'est-ce pas? Je ne pense pas que c'est à la 37e année qu'il va pouvoir l'écouter. Ça va de soi. La jeunesse parle à tout Camerounais. Chaque jour, que vous la preniez de quel côté, dès que vous sortez dans la rue, c'est la jeunesse que vous voyez. Dès que vous allez au marché, c'est la jeunesse. Dès que vous êtes dans une église, vous ne voyez que la jeunesse. Sauf à être frappé de cécité, sauf à être aveugle. Mais la jeunesse vibre au Cameroun et parle au Camerounais à tout moment. Ce n'est que elle que vous rencontrez. Comment il est possible qu'un chef d'État puisse dire maintenant qu'il a écouté la jeunesse camerounaise? Ça n'a pas de sens pour moi. Un leader devrait anticiper ou bien écouter la jeunesse. Je le dis parce que en décembre 2013, lors de son discours le 31 décembre 2013, le président a dit « Nous avons tout en termes de ressources naturelles, ressources humaines. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas rattraper les autres? Qu'est-ce qui nous manque ?» C'est le leadership. Il devait répondre à sa propre question. C'est le leadership. Mais vous avez l'air de me regarder comme si je vous donnais ma réponse. En fait, je n'ai pas bien compris parce que quand il demande... Il a demandé qu'est-ce qui nous manque. Oui. C'est le leadership, c'est-à-dire sa capacité. Oui, sa capacité à gouverner. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui la solution. Le problème. C'est le problème. Oui. Christian Penekoka, comment... Mais j'ai l'impression que vous riez à ma réponse. Honnêtement, je suis surpris parce que c'est lui qui est le problème et est en train de demander aux Camerounais ce qu'il faut pour que les choses aillent bien. C'est ça qui me fait rire. Mais ce qui vous fait rire, c'est que vous êtes parti voir un médecin, n'est-ce pas? Et le médecin est en train plutôt de vous demander comment il doit faire. Vous êtes parti lui poser votre problème et maintenant le médecin est en train de vous demander à vous, patient, comment il doit faire. Le 6 novembre, le président a prêté serment. Et après, il y a eu un vent de mobilisation et de résistance des patriotes à travers notamment la diaspora parce que à l'intérieur du pays, on se rend tous compte que l'armée et autres font tout pour museler les Camerounais, les empêcher de manifester, ne serait-ce pacifiquement. Et peut-on dire sans se tromper que ce mouvement de la diaspora serait une révolution démocratique? En tout cas, ce que la diaspora a fait, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, est vraiment à saluer. Et les populations camerounaises doivent leur être reconnaissantes. Et nous, des leaders, que ce soit des partis politiques ou de mouvements citoyens, nous devons leur être reconnaissants et les encourager à maintenir cette pression. Ils ont fait montre d'abord de patriotisme. Il y en a qui viennent les injurier de tous les noms, dire que c'est une diaspora incapable, dire que c'est une diaspora qui ne s'intéresse pas au Cameroun. Je suis désolé, ils ont fait au-delà de la démonstration qu'ils ont faite l'autre jour, et je leur en sais capable. La diaspora camerounaise contribue énormément, n'est-ce pas, au Cameroun. La diaspora camerounaise contribue énormément au Cameroun, et je crois que dans la lutte politique que nous menons,
n'est-ce pas, nous allons donner beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'ouverture à la diaspora pour qu'elle puisse se mobiliser d'abord. La première chose de cette diaspora, c'est la ressource humaine. Oui. Mais vous imaginez les gens de la diaspora, nous avons dans cette diaspora d'énormes ressources humaines, médecins, ingénieurs, n'est-ce pas, avocats, commerçants, entrepreneurs dans tous les secteurs. Si, avant même de parler de l'argent, s'il était donné à cette diaspora la possibilité de contribuer à partir de leurs compétences au développement du Cameroun, ce serait déjà quelque chose d'absolument extraordinaire. S'il était donné à la diaspora, aux médecins de la diaspora, de pouvoir, dans le cadre d'une organisation camerounaise, vraiment destinée aux médecins de la diaspora, à contribuer au Cameroun, ce serait extraordinaire. La même chose pour les ingénieurs. Vous me parlez, on va construire tel ouvrage au Cameroun, vous ne vous dites même pas que certainement, on a des gens, des ingénieurs de la diaspora qui travaillent dans ce secteur qui pourraient nous apporter cela, leur expérience. Il y a des avocats, on peut avoir besoin d'avocats pour des conseils, il peut avoir besoin de financiers pour des conseils de professionnels, mais que la diaspora du Cameroun, camerounaise à l'étranger, travaille vraiment en symbiose avec les Camerounais localement. C'est le même peuple, c'est le même patriotisme qui les anime. Or, je vous parlais tout à l'heure de leadership, mais c'est le même leadership qui créait les conditions. Vous voyez pourquoi il y a l'importance du leadership. En anglais, on dit leadership is the cause, everything else is the effect. Le leadership est la cause, tout le reste est effet. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand le président de la République pose la question qu'est-ce qui nous manque, je dis mais il nous manque le leadership. C'est tout. Parce qu'au fond, c'est le leadership qui est la cause fondamentale. S'il y a un lien de causalité entre n'est-ce pas, le développement et quelque chose, la cause du développement, c'est réellement le leadership. Parce que le leadership crée une organisation, crée des instances politiques qui sont des instances politiques ouvertes, qui sont des instances politiques qui créent des incitations permettant de dégager des dynamismes de prospérité. Mais si vous avez, en tant que leader, vous créez des instances au Cameroun qui bloquent la démocratie, c'est-à-dire qui ne sont pas ouvertes, qui ne permettent pas aux populations d'élire des dirigeants légitimes et compétents qui à rendre compte aux populations, vous voyez que c'est vous-même qui bloquez la démocratie. Et dès lors que vous avez bloqué la démocratie, vous avez bloqué le développement. Nous sommes dans le problème anglophone. Bon, on dit depuis je ne sais combien de temps on parle de dialogue. Mais qui doit engager le dialogue si ce n'est le leadership? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on va y revenir, mais moi je vois par exemple qu'au Kenya, ils ont eu un problème, une crise post-électorale, et le président kenyan s'est engagé, n'est-ce pas, a tendu la main à l'opposition pour que plus jamais il n'y ait de Kenyans qui meurent à l'occasion des élections. C'est le président kenyan qui a tendu la main. C'est lui qui a tendu la main, les autres ont saisi cette main tendue, n'est-ce pas? C'est lui donc qui a déclenché le processus de réconciliation, le processus de concertation, qui va certainement permettre au Kenya de créer une commission qui va réformer de fond en comble le processus électoral pour que plus jamais il n'y ait de disputes. Ne serait-ce que les disputes de ce genre pendant un processus électoral. Quel rôle peut jouer la diaspora dans cette révolution démocratique, notamment, puisqu'on sait que, j'appellerais ça slogan, le slogan de la révolution a déjà connu, le rétablissement de la vérité des urnes. Quel rôle, selon vous, peut jouer la diaspora? Mais je vous dis, la diaspora peut jouer un rôle multiforme. Et moi, je crois que nous, en tant que leaders d'un certain nombre de mouvements de ce côté, nous devons être très imaginatifs, très inventifs pour créer des passerelles avec la diaspora, pour leur donner l'occasion, n'est-ce pas, d'agir davantage. Parce qu'il y a des moments, la diaspora elle-même a des choses qu'elle peut faire, peut-être qu'elle ne voit pas, mais je sais qu'elle peut faire beaucoup. Et nous devons pouvoir créer des passerelles, n'est-ce pas, leur permettant d'agir davantage. Vous avez vu ce qu'elle a pu faire l'autre jour à l'occasion de l'armistice en France et du Forum de la paix. Mais je pense qu'il y a d'autres actions dont la diaspora est capable. Et on va se concerter et nous allons créer des passerelles, nous allons créer des initiatives pour que la diaspora agisse davantage. Mais elles s'inscrivent dans le cadre du leadership du Cameroun. La diaspora doit faire partie du leadership du Cameroun.
et s'inscrire dans le leadership du Cameroun. Elle ne va pas simplement agir comme des gens qui sont à côté. Non, la diaspora fait partie du Cameroun. Des pays qui ont compris que leurs ressortissants vivaient à l'extérieur et pouvaient être d'un apport extraordinaire. Il y a très longtemps, Israël l'avait compris par rapport à sa diaspora en Europe ou en Amérique du Nord. L'Inde l'a compris, n'est-ce pas, et tout ça. Donc ces pays avaient créé des conditions, n'est-ce pas, tout à fait légales, officielles, permettant à la diaspora de pouvoir contribuer à leur développement sereinement et efficacement. Revenons sur le processus électoral. Quel sens donnez-vous à ce processus, surtout lorsqu'on nous dit seuls les procès-verbaux de campagne font? Ben, enfin, le sens que je donne, c'est un peu, à Ben Michel, c'est un peu dire que vous allez à un examen, vous avez vu que sur votre copie, vous avez obtenu 18 sur 20, mais on vous dit que la note qui compte, c'est celle que le principal va afficher au babillard. C'est-à-dire que vous avez vu que vous avez obtenu 18 sur 20 sur votre copie, et le principal a affiché 12 sur 20, c'est-à-dire Elecam, n'est-ce pas? Et on vous dit que c'est les 12 sur 20 qui comptent. Vous allez vous poser la question, mais au fond, pourquoi vos parents vous demandaient de travailler fort? Si le processus était tel, pourquoi ils vous demandaient de travailler fort? Vous avez travaillé fort en maths, en physique et tout pour avoir de bonnes notes, en français, en anglais et tout. Et effectivement, parce que vous croyez que le système est crédible, que le système est transparent, que le système va récompenser le mérite, que le système va récompenser celui qui a gagné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les 18 sur 20 que vous avez eu en physique ou en maths, c'est ça qui va se retrouver sur le babillard. Voilà. Parce que vous avez créé tout un process qui vous permet de savoir que la note que vous avez dans le procès verbal original, c'est cette note qui va se retrouver officiellement affichée. À partir du moment où la note que vous avez dans le procès verbal original au bureau de vote, comme je parle comme votre copie, n'est-ce pas, que finalement cette note est différente et inférieure, en tout cas différente de celle qui ressort, n'est-ce pas, des procès-verbaux de l'ECAM, de la Commission nationale pour le comptage des votes, n'est-ce pas? Mais cette démocratie, ce n'est plus la démocratie. Or, ce qui fait la beauté de la démocratie, c'est que le processus soit transparent, soit crédible, soit fiable, et qu'il permette à un pays, n'est-ce pas, aux électeurs, de choisir des dirigeants compétents et légitimes, qui rendent compte aux populations, n'est-ce pas, toutes les périodes qui sont indiquées, soit 4 ans, soit 5 ans selon les pays. Et que ces dirigeants soient comptables, n'est-ce pas, devant les populations. C'est ça le mérite de la démocratie. Et j'aime souvent à revenir sur cette recherche qui a été faite par des professeurs de Harvard et du MIT sur 3 siècles d'histoire de développement, où il a été établi une forte corrélation entre des institutions politiques démocratiques et la dynamique de prospérité dans un pays. C'est-à-dire, on a observé que des pays où tu avais une dynamique forte de développement étaient des pays dotés d'institutions politiques ouvertes, justement, où les dirigeants, à tous les niveaux, au niveau central, au niveau régional, au niveau municipal, sont élus par des électeurs selon un processus fiable, crédible et transparent, n'est-ce pas, et des dirigeants qui en rendent compte. C'est pour ça que je vous ai souvent posé la question, expliquez-moi pourquoi Bafoussam peut être dans... Quand je parle de Bafoussam, je pourrais dire la même chose pour Garoua, Guider, Bamenda et ainsi de suite. Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas de développement dans ces pays. Même chose pour Douala, Yaoundé, c'est la même chose. Parce qu'au fond, ceux qui dirigent ces villes n'ont pas à rendre compte aux populations qui résident dans ces villes. Leurs choix dépendent du gouvernement central. Donc leur allégeance, leur obédience va au gouvernement central. Donc du coup, ils ne se préoccupent pas des populations résidentes dans ces municipalités, dans ces villes. Or, on demande mais quelle est la solution? Mais la solution est très simple. Il suffirait qu'on fasse une réforme de l'État qui fasse en sorte qu'on donne plus d'autonomie à ces régions et à ces municipalités, et vous allez voir comment le développement va se déclencher. Naturellement, cette réforme
va entraîner, ça va de soi, la perte de privilèges pour les détenteurs du statu quo, pour les bénéficiaires du statu quo. C'est pour ça qu'on voit... Ils traînent, et c'est pour ça que nous devons les contraindre par le biais de la politique, par le biais de l'engagement politique, par le biais de l'action politique pour y arriver. Et ça aussi, la diaspora devrait comprendre que ce n'est que par ce biais qu'on va arriver à obtenir, n'est-ce pas, une solution à nos problèmes. En fait, c'est ce que votre coalition, la coalition que vous avez avec Maurice Kamto proposé, un dialogue inclusif entre Camerounais pour trouver une solution, notamment sur le problème anglophone. Au fond, pour que ceux qui nous regardent puissent mieux comprendre, c'est quoi le dialogue inclusif? Mais le dialogue inclusif, c'est un dialogue qui n'exclut pas. C'est-à-dire c'est un dialogue qui n'est pas exclusif. Dans le cadre de la crise anglophone, c'est vrai que tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, civils, devraient participer au dialogue, y compris ceux que vous voulez appeler des sécessionnistes, mais que vous voulez appeler des terroristes, excusez-moi, que vous voulez appeler des terroristes, mais que j'appelle des sécessionnistes ou des séparatistes. S'agit-il d'un dialogue entre l'État et l'élite anglophone ou tous les Camerounais? Mais il s'agit d'un dialogue, quand on dit tous les Camerounais, naturellement les 25 millions de Camerounais ne vont pas participer à un dialogue, mais qu'on cherche à ouvrir le dialogue de manière que toutes les sensibilités des 25 millions de Camerounais puissent s'y retrouver. D'abord, en commençant par l'âge, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, ainsi de suite. Ensuite, les politiques, n'est-ce pas, la société civile, les religieux, le côté société traditionnelle, c'est-à-dire les chefs traditionnels et ainsi de suite, que toutes ces sensibilités puissent se retrouver autour d'une table, mais que ça ne devienne pas une transaction administrative. Ce n'est pas une affaire de fonctionnaires. Nous sommes là dans une affaire hautement politique. Le problème anglophone est un problème politique. Il ne peut pas se résoudre comme une transaction administrative. Pourquoi c'est le produit du gouvernement camerounais sur le dialogue? Je ne sais pas. La seule chose qu'on voit, c'est que justement, l'absence de dialogue nous conduit à une impasse. Voilà des protestations qui ont commencé comme des protestations catégorielles d'avocats et d'enseignants, n'est-ce pas, qui, dès ce moment-là, nous avons pu percevoir que le problème est beaucoup plus profond que juste une protestation catégorielle, et on a commencé à demander au pouvoir, n'est-ce pas, d'organiser un dialogue inclusif, transparent et tout, ils ne l'ont pas fait. Nous sommes passés de simples protestations aujourd'hui carrément à une guerre, où, comme vous le savez, plus de 400 personnes, et ça, je pense que c'est des statistiques qui sont basses, ont déjà perdu la vie, que ce soit du côté des militaires ou que ce soit du côté des populations civiles. Et toutes catégories confondues, avec plus de 350 000 de personnes déplacées. Pensez-vous qu'avec la pression nationale et internationale, le gouvernement pourra céder? En tout cas, si nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays, il nous faut continuer à travailler pour qu'il y ait ce dialogue, à faire pression pour qu'il y ait ce dialogue. C'est la solution. Vous ne pouvez pas résoudre un problème politique par des solutions non politiques, pas des solutions administratives. Ce n'est pas un problème de fonctionnaires, c'est un problème politique. Il faut le résoudre par, n'est-ce pas, un processus politique. Et que le processus politique doit être inclusif, c'est-à-dire que prendre en compte toutes les sensibilités camerounaises. Faisons un tour dans l'économie avant de revenir en politique pour parler du mouvement Agir. Lors de notre dernier entretien, vous avez mentionné, vous avez fait part d'un montant de 250 milliards qui correspondrait aux intérêts sur la dette. Et visiblement, les Camerounais ne semblent pas comprendre exactement de quoi il s'agit. Quel serait l'impact de ce volume d'argent sur l'économie? Je crois que les Camerounais, parce que le ministre des Finances passe le temps à dire, et d'autres gens passent le temps à dire que le poids de l'endettement public du Cameroun en pourcentage du PIB, 34% du PIB, reste encore faible, et que le Cameroun a une dette qui est soutenable. Mais je voudrais dire de manière vraiment définitive que ce n'est pas le pourcentage de la dette publique en fonction du PIB qui rend la dette soutenable ou insoutenable, acceptable ou inacceptable par un pays. Ce qui rend une dette, ça n'a rien à voir avec le pourcentage de la dette
en termes du en pourcentage du PIB. Vous pouvez être à 10% du PIB et votre dette n'est plus soutenable. Vous pouvez être à 5% du PIB et votre dette n'est pas soutenable. Vous pouvez être par contre à 150, 200% du PIB et votre dette est soutenable comme le Japon. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Japon a une dette qui est à plus de 150% de son PIB, qui avoisine d'ailleurs 200%. Mais les conditions de cet endettement sont différentes. Tout dépend de ce que vous faites avec la dette. Tout dépend de ce que vous faites avec les ressources que vous avez empruntées. Est-ce que vous les dilapidez pour faire des investissements non productifs, non rentables, qui ne seront pas à même de générer de quoi rembourser la dette? Lorsque vous le faites de cette façon, vous êtes des dirigeants irresponsables. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Vous êtes en train de compromettre la qualité de la vie des générations futures. Mais lorsque vous prenez cette dette, à la limite, pour financer, on va dire quoi? Une route, n'est-ce pas, qui sera empruntée par les générations actuelles, mais également les générations futures, on peut dire qu'un État qui s'endette de cette façon est un État responsable. Encore qu'il ne soit pas toujours nécessaire d'aller chercher la dette pour financer les infrastructures. En ce qui me concerne, conseil de financier, je recourrai à la dette en dernier ressort si j'ai à financer des infrastructures. Je vais gérer mon budget de manière serrée à dégager une épargne, n'est-ce pas, une épargne pour pouvoir financer les infrastructures. Et le Cameroun en a les moyens. Je ne peux pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais je peux vous dire que ce soit par les recettes fiscales, que ce soit par le contrôle des dépenses, n'est-ce pas, des dépenses de consommation, des dépenses, le gaspillage d'argent qui se fait au niveau du budget du Cameroun, le Cameroun aurait les moyens de dégager une épargne pour, n'est-ce pas, se permettre de financer ces infrastructures, en créant simplement un fonds pour le développement des infrastructures. Mais il se trouve que l'endettement que vous prenez, c'est pour faire les tracteurs de Bolova, qui sont aujourd'hui dans la broussaille. C'est pour faire une usine de manioc à Bafang, une usine de manioc à Sambédima, sans manioc. C'est pour faire une usine de volaille à Bafang, sans volaille. C'est pour faire ce genre de choses. C'est pour faire le port de Kribi, dont aujourd'hui, qui n'était pas nécessaire, et notamment pas à cette dimension-là, où vous avez dépensé plus de 400 milliards de francs CFA, et ce port-là ne tourne pas à pleine capacité. Je ne sais même pas s'il tourne à 10%. On veut nous faire croire des choses. L'autre jour, on vous disait qu'il y a 190 navires. En 10 mois, je vous ai fait un petit calcul en disant que tous les 2 navires, tous les 3 jours, ce qui dépasse déjà la cadence de Douala. Donc, et en plus de ça, vous avez des entreprises publiques qui se permettent de faire de l'imposture, de faire du mensonge. Suprême insulte aux populations. Vous voyez ce que je veux dire? Et le plus grave, donc, ayant dit cela, vous vous rendez compte que lorsque des organismes comme le FMI, vous allez dire, le FMI, c'est pas moi. Moi, je m'inquiète. Mais le FMI qui signe des choses avec le gouvernement, lui-même s'inquiète pour l'endettement du Cameroun. C'est pourquoi. Mais ce n'est pas tant, n'est-ce pas, ce niveau de 35%, c'est l'accélération de la dette. C'est-à-dire qu'on y est arrivé en très peu de temps. On y est arrivé à 34% en très peu de temps. Et la meilleure façon, le meilleur indicateur que vous avez pour cette appréciation-là, c'est quoi? C'est qu'en 2007, on payait 45 milliards de francs CFA d'intérêt sur la dette publique. 10 ans après, nous payons 250 milliards, je dis bien d'intérêt. Je ne parle pas encore du remboursement principal. Nous payons 250 milliards. 250 milliards par an d'intérêt sur la dette publique, sur un budget de 4 500 milliards, représente déjà près de 5,5% de votre budget. C'est-à-dire que dès que vous avez fait vos recettes fiscales-là, vous devez ponctionner là-dedans 250 milliards pour que, n'est-ce pas, vos téléspectateurs nous comprennent. Dès que vous avez reçu vos recettes fiscales, vous devez ponctionner là-dedans 250 milliards pour payer les intérêts sur la dette. Je ne parle pas encore du principal, je ne touche pas encore le principal. 250 milliards, c'est plusieurs hôpitaux de référence. 250 milliards, c'est des centres de recherche pour l'université. 250 milliards, c'est des technopoles. 250 milliards, c'est des routes bitumées. Vous voyez ce que je veux dire? Et si chaque année,
Vous devez pensionner 250 milliards, n'est-ce pas? Mais c'est là où vous voyez la gravité, le danger, n'est-ce pas, de s'engager dans des dettes qui sont improductives, qui ne servent à rien, alors que vous pouvez, en gérant mieux votre budget, dégager de l'épargne pour pouvoir financer ces opérations-là. Il n'est pas nécessaire. Et bon, lorsque vous allez chercher de la dette pour faire les stades, comme on le fait là maintenant, d'ailleurs, vous financez ces infrastructures, je veux dire, alors que les effets, les retombées locales ne sont pas garanties, comme vous avez pu le voir pour le stade de Lombe, où en fait les structures ont été importées. Vous avez importé quoi à ce moment-là? Les éléments préfabriqués ont été importés. Vous avez importé le ciment, vous avez une cimenterie localement, vous avez importé du fer à béton, vous avez du fer à béton que vous pouvez faire localement, vous avez importé le sable. Donc les jeunes gens qui ramassent le sable et tout ça n'ont même pas pu travailler. Pour faire ces préfabriqués, il a fallu avoir des coffrages, même le coffrage du bois, vous n'avez pas pu utiliser. Vous voyez ce que je veux dire comme impact. Donc en plus de ça, vous empruntez de l'argent pour faire des projets localement et ces projets sont sans effet, sans retombée locale. Comment est-ce que des gouvernants responsables peuvent faire cela? Or, cette chose arrive au niveau de la politique. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste tout le temps auprès des jeunes gens pour qu'on ne soit pas indifférent à la politique. Si réellement nous avions des dirigeants politiques responsables, je peux vous assurer que je ne serais pas en train de la faire. Mais je crois que si nous avons des années encore devant nous à consacrer pour nous battre, pour que nous ayons des dirigeants beaucoup plus sérieux, beaucoup plus responsables que cela, nous allons le faire. Parce que de cela dépendra le sort de votre vie demain.